Hello tout le monde et bienvenue dans le 24e épisode de Brain and Bullshit. Aujourd'hui, nous avons un invité supplémentaire que Xerus vous présentera dans une minute. Mais le sujet du jour, est-ce qu'on recrute des CDI, des freelances? Est-ce qu'ils doivent être exclusifs ou pas? Est-ce qu'on recrute des mercenaires? Est-ce qu'on fait des mariages pour la vie? On va bien s'amuser et on va parler un peu de recrutement de talent en 2025 et de voir comment ça évolue dans les années. Comment ça va? Yes. Bah écoute, ça va très bien. Bienvenue Alexandre pour ce podcast. Je vous disais en off tout à l'heure, vous êtes les deux personnes à qui je parle le plus business dans la vie. Donc je suis content que vous soyez là tous les deux. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre, Alexandre c'est une personne avec qui j'ai commencé à bosser il y a 1 an et demi maintenant, que j'ai rencontré dans un événement business et qui m'épaule dans mon business de marketeur et avec lequel on a monté du coup la Willever Academy, qui est notre incubateur mastermind pour les marketeurs. Et du coup, on a l'ambition de créer, de former l'élite des marketeurs en France. Et on est sur le chemin. Donc, bienvenue Alexandre, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation et ça va être cool. On va bien Yes. rigoler, je pense. Ouais, de ouf. Xerius, Bah, le justement, sujet, c'est ton idée. Explique-nous. bah, ce matin, j'ai une personne qui m'envoie un message et qui me dit que je ne connais pas et qui me dit je recrute un marketeur, je cherche une personne pour piloter tout mon pôle acquisition et, et moi je veux que cette personne soit exclusive, qu'elle ne travaille qu'avec moi. Et donc elle m'explique un peu tout le contexte de son entreprise et moi je tique sur le truc exclusif. Tu vois, je me dis mais alors pourquoi est-ce qu'elle tient tant à ce que cette personne soit exclusive? Et donc je lui pose la question. Et ensuite, on a eu plusieurs échanges que je détaillerai au cours de cette conversation qu'on a tous les trois. Mais du coup, j'ai eu de la peine à lui faire comprendre que je pense que c'était une erreur. Et je voulais qu'on en parle tous les trois, puisque toi, Jérémy, bah, tu as réussi à réunir autour de toi, et tu y arrives toujours dans le moment présent à réunir autour de toi, des personnes qui ne sont pas exclusives, et pourtant qui bossent, qui sont quand même dans les top talents, qui bossent bien, qui sont loyaux. Et Alixan aussi accompagne des entreprises et qui ont des équipes qui ne sont pas exclusives. Du coup, voilà pourquoi ce sujet aujourd'hui. Moi, je peux te dire pourquoi cette personne, elle veut de l'exclusivité, hein. J'ai une petite idée quand même. Bah, quand tu mens toute la journée, t'as pas forcément envie que tout le monde le sache. Et si ton marketeur qui est en charge de raconter des conneries, il bosse pour 6 business, ça va fuiter. Ça, c'était franchement, j'y avais pas pensé. J'avais pas pensé à celle-là. Opinion personnelle, complètement subjective et biaisée. C'est vrai que c'est un putain de bon point. Parce que moi, tu vois, je me suis dit, moi, dans la réponse que je lui ai donnée, je lui ai dit, bah écoute, je comprends pas en fait. Pour moi, il y a plus de bénéfices à avoir des personnes qui vont pas juste bosser pour toi. Tu veux quelqu'un full-time déjà. Je lui donne l'exemple, je lui dis, demain, tu recrutes un marketeur, tu recrutes Jérémy, puisqu'il m'a parlé de toi. Je lui dis, tu recrutes Jérémy en tant que marketeur. Tu veux qu'il bosse 8 heures par jour dans ta boîte. Aujourd'hui, il gère son business en 2 heures effectives par jour, business qui fait plus de 300 000 euros par mois, et tu veux qu'il bosse 8 heures dans ta boîte qui fait 50 000 par mois. Il va se tourner les pouces, il va se faire chier, en fait, il va se barrer. Genre, déjà, tu vois. C'est vrai ou pas? Est-ce que je mens sur le temps que tu passes et sur... Non, 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 c'est vrai. Et encore 2 heures par jour, c'est beaucoup. Euh, Piloter capé, hors coup d'accélérateur, hors crise, hors construction nouvelle d'un truc qui a rien à voir avec avant, hors tous les masterminds auxquels je participe que je pourrais faire sauter, enfin tu vois, hors tous les trucs qui sont pas nécessaires. Je pilote capé en 5 à 10 heures par semaine, ouais, à peu près. Euh, En fait, c'est si demain tu vois, je dois être le marketeur d'un business, il me faut 3 mois full time et ensuite je rebosse plus que 5 heures par semaine, tu vois. Sauf coup d'accélérateur, sauf gros projet, sauf machin. Et en fait, les gens, ils confondent exclusivité de temps et exclusivité d'esprit.
Et tu vois, Xerius, quand t'es sorti d'être le marketeur interne de KP et que t'as monté WeLever et que KP est un de tes clients, même si on est peut-être le plus important, tu vois, mais t'es un de tes clients parce que t'as monté WeLever, t'as monté une agence, etc. Et l'académie à côté, on a eu une discussion là-dessus, de avec qui tu vas bosser, comment ça va se passer, etc. Moi, je t'ai juste dit, bah en fait, va pas voir mes concurrents directs parce que là, je suis pas d'accord avec ça, ce qui est tout à fait logique, tu vois. Mais à part ça, foncièrement, si tu veux aller aider un business dans n'importe quelle autre niche que la mienne, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je garde la même disponibilité de la part de la personne avec qui je travaille. Ce qu'elle fait quand j'ai pas besoin d'elle, à la rigueur, m'en fous, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. c'est quoi? J'ai besoin de savoir où est-ce que tu dors, quand est-ce que tu dors, et est-ce que je peux te réveiller entre 2 et 3 heures du matin? Je sais pas, sinon ça s'appelle un CDI, hein, mais Ouais. Justement, Alexandre, toi, tu as travaillé avec beaucoup de nouveaux clients récemment, donc cette dernière année. Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un pattern que tu vois par rapport aux 3 mois où il faut charbonner au début, vraiment être full-time et après, est-ce que tu vois un truc à ce niveau-là? Déjà, je pense que je comprends la peur du mec. euh, Où lui, en gros, il dit je veux quelqu'un qui soit disponible, en fait. Il dit j'ai un projet, je suis dans une phase où je veux scaler, je veux mettre beaucoup d'énergie et j'ai pas envie d'avoir des gens qui vont pas mettre de l'énergie à la hauteur de mon énergie. Je pense que le fond de sa demande, c'est ça. Elle est mal communiquée, mais c'est ça parce que on parlera après de la conversation que tu as eue avec lui et que tu nous as partagée euh, et que tu vas pouvoir nous partager ici. Mais euh, finalement, ça revenait sur ça. Et dans un monde où la plupart aujourd'hui des freelances, ils bossent avec je sais pas combien de clients, ils sont pas très réactifs, ils sont pas très intéressés, tu as l'impression qu'ils veulent pas bosser. Je pense que déjà, je peux comprendre du coup la manière dont il s'est positionné quand il a demandé ça. Mais effectivement, ce que lui, il comprend pas, c'est que euh, la solution pour ça, c'est pas forcément d'avoir que un seul client, parce que tu peux avoir quelqu'un qui est full-time mais qui bosse pas. Tu peux avoir quelqu'un qui est full-time mais qui est pas intéressé par être un vrai partenaire et t'aider à scaler. Donc ça résout pas forcément son problème. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, sur tous les clients qu'on accompagne ensemble ou les clients que j'accompagne seul de mon côté, il y a effectivement des périodes où il y a plus de boulot à faire, surtout au début, où il faut une période pour prendre un nouveau client. C'est une question qu'on se demande d'ailleurs, nous, quand on prend un client ensemble, c'est est-ce que là, on a le temps, la charge mentale disponible et la possibilité de prendre un nouveau client parce qu'on sait qu'on a ouais, une phase, euh, nous, dans les clients qu'on a l'habitude de prendre, on a une bonne phase, je dirais un mois où ça nous prend pas mal de temps, de ressources, on va dire, en termes de temps, de charge mentale pour faire un audit du business, voir dans quelle direction on part. Et après, ça prend beaucoup moins de temps. Donc, nous, on sait qu'on peut accompagner plusieurs personnes en même temps. Et lui, il a juste besoin d'être rassuré qu'on va mettre toute notre énergie dans son business et qu'on ne va pas le faire passer au second plan. non, putain, si tu veux quelqu'un de vraiment engagé, tu lui mets un fixe dégueulasse, tu lui mets un variable déplafonné, et en fait, s'il est bon, il va être capable de faire du cash, et donc il va être très engagé, c'est tout. Ouais, clairement. Bah, en fait, c'est ce que je dis, tu vois, et c'est un peu ce contre quoi on se bat, et Jérémy, on se bat aussi ensemble pour contrer ça. C'est que les gens, ils ont des mauvaises expériences avec les agences, avec les freelances qui sont pas engagés. Et du coup, ils se font un peu traiter, enfin, les clients, les entrepreneurs, les CEO, ils sont un peu traités comme de la merde. Et à chaque fois que je parle à un entrepreneur, il a eu une mauvaise expérience avec une agence ou avec un freelance. Donc, je comprends en fait ton point de vue, Alexandre, sur le fait que c'est sûr que ça part d'une peur. Ça part d'une peur ou d'une expérience négative. Ou ça part comme disait Jérémy au début, le mec fait de la merde. Le mec a un Je business n'avais pas pensé à cet angle-là. qui n'est pas légitime. Bah, c'est toujours pareil, ça dépend d'où tu viens, de quel écosystème. Il y a des écosystèmes qui sont réputés pour être plutôt très transparents, il y a des écosystèmes qui sont réputés pour ne pas l'être du tout. Ouais. Et encore une fois, si ça se trouve, cette personne, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est complètement autre chose. C'est juste qu'il est persuadé qu'il a besoin d'un marketeur full-time pour atteindre ses objectifs. Et qu'il en est sincèrement persuadé. C'est possible, attention, hein. C'est juste que c'est une croyance erronée. Hmm. Ouais, bah, en fait, pour moi, genre,
Je pense qu'avec le temps, ça va devenir vraiment de plus en plus l'ancienne école de vouloir verrouiller les gens. Et je pense que tu peux verrouiller les gens en leur donnant le choix et en faisant en sorte ils aient envie de bosser avec toi, en fait. Et non pas en les forçant ouais, en les forçant. Ça Jérémy, ça, tu le fais J'ai très bien. j'ai jamais verrouillé personne en fait. Mais même foncièrement, même nos sales qui sont full time, je sais que tous, une fois de temps en temps, ils vont faire un petit truc à droite à gauche, un coaching, un petit machin, un lancement, dépanner un pote. Moi, du moment que ça se ressent pas sur la qualité du service qui m'est donné, je m'en fous en fait. C'est pas un mariage, tu vois, je cherche pas des associés. Je cherche des gens qui travaillent pour mon entreprise. Si je veux un associé, je veux qu'il ait le même niveau d'énergie que moi et le même niveau d'exclusivité. Euh, mais dans ce cas-là, il faut que je lui donne des parts. Enfin, tu vois, c'est encore une fois, c'est risk-reward. Si tu veux un soldat, aussi stratège soit-il, soldat c'est mercenaire. Euh, Dans nos métiers en tout cas. À l'armée c'est un peu différent, mais dans nos métiers c'est ça. Ouais. Si tu veux recruter un général des armées, ben, il faut le package qui va avec. Mais tu peux pas recruter un bon marketeur full-time exclusif à 2000 € par mois. Et t'inquiète frère, on va scaler to the moon. Ça marche pas. Parce que Ouais. ces gens-là, ils vont avoir un CDI dans n'importe quel scale-up à 5-10 k par mois, tu vois. Mm. Ouais, et justement, même en termes de poste, je demandais, j'avais une conversation avec Félix il y a quelques mois, et je lui ai demandé, genre, il te faut quoi en fait? Il te faudrait quoi pour être exclusif? Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Je lui ai demandé, il te faudrait quoi? Et il me dit, Non, mais j'en ai déjà parlé avec franchement, lui. t'en as déjà parlé? Euh, Félix, il s'en fout sur le principe. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, hein, de la conversation que j'ai eue avec lui. Donc là, c'est de la paraphrase, hein. Le fait d'être exclusif, on s'en fout complètement. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de financier. Ouais. Ok, Aujourd'hui, c'est la Capé seul conversation. peut pas compenser son train de vie. Et donc, il a raison d'avoir plusieurs clients. Point. Et il y a le sujet progression. Dans chaque business, il apprend des trucs différents qu'il peut mutualiser dans le business d'à côté. Donc ça fait de lui une personne qui a plus de valeur, qui est meilleure sur le marché et qui, de fait, est moins sur un siège éjectable et moins à risque, etc. C'est un enjeu donc financier, de sécurité et de croissance personnelle. C'est le cas de la plupart des gens très très bons que tu as en non-exclusivité. Si demain, et là je fais purement de la présupposition, on en a vaguement parlé en rigolant une fois, mais ça s'arrête là. Si demain on est un groupe avec 10 entreprises différentes et donc 10 sujets différents et qui peut s'aligner financièrement, je suis à peu près sûr que Félix serait d'accord d'être full-time avec nous, il s'en foutrait, tu vois. Ouais, moi, c'est la conversation que j'ai avec lui. C'est le cas de ce qu'il m'a dit. Hmm. C'est le cas. Et Mais il m'a c'est donné un. smart. Ouais, bah, en fait, il atteint ses objectifs. Peu importe le moyen, il s'en fout de le faire avec ou. Enfin, peu importe, il atteint ses objectifs, donc c'est bon. Et si la boîte est capable de lui donner ce qu'il peut avoir tout seul, ce qu'il voudrait, mais et qu'il est capable de le faire dans cet environnement-là, bah, il le fait dans cet environnement-là, en fait. Et justement, c'était un des sujets, en fait. Le mec de ce matin, il me dit ouais, mais je suis capable de bien payer les personnes et tout. En fait, dans ma tête, c'est oui, ok. Est-ce que tu peux payer un marketeur 15 à 20 000 euros par mois? Si c'est le cas, ok, ok, genre, Non, ça peut être une non, mais bonne idée. si tu fais 50 000 et payer un marketeur 15K, c'est débile. Bah oui, on est d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, autant qu'ils bossent pour max deux trois personnes en même temps, et tout le monde est gagnant, en fait. Je vais me marier avec une meuf, je suis pas du tout sûr de bien l'aimer ni de vouloir faire ma vie avec elle. C'est juste pour être sûr qu'elle se barre pas chez quelqu'un d'autre en attendant. Mauvais pari, hein. Pas ouf, hein, comme calcul. Ni pour la meuf, ni pour toi. Bon, quand on parle de mariage, ça nous paraît évident à tous. Ouais. Et je dis tu veux te marier avec une meuf parce que là on est entre mecs, mais dans le sens inverse c'est la même chose, hein.
Ben, pareil, tu vois, le freelance, il se maque pas avec toi parce qu'il n'est pas encore sûr de ce que tu vaux. Et toi, tu dois pas te maquer avec lui parce que t'en es pas là, en fait. Les gens, ils sont au Mm. premier date, ils veulent tout de suite baisser leurs pantalons et sortir un anneau. Faut se calmer, hein. Tester doucement, tranquille. Regardez comment ça va se passer. Vous allez faire plein de conneries. C'est comme avec les dates. Vous allez faire plein de conneries avant de trouver de ce qui marche. Mm. Ça, c'est super important. C'est super important parce qu'il y a plein de gens qui, à la première bêtise, virent. Virent. Alors, soit ils virent, soit ils gardent malgré toutes les conneries. Alors, il y a deux extrêmes. Soit je vire directement ou j'ose virer personne parce que j'ai des relations avec les gens. Souvent, les gens qui osent pas virer, c'est parce que. Encore une fois, c'est comme les relations, hein. C'est pourquoi est-ce que tu restes avec quelqu'un qui t'est très 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 malheureux? C'est parce que t'es persuadé que tu retrouveras personne d'autre. Et que t'as eu un coup de chance. Mais en fait, travailler avec des collaborateurs, freelance, mais ça vaut pour les CDI en fait, hein, je pense, hein. Euh, il faut tester plein de trucs pour savoir ce qui marche pour toi. Moi, je me souviens au début, j'ai eu une conversation avec Félix, ça doit être vers 2021-2022, début 2022. Je lui ai dit, Félix, est-ce que je suis un tyran et un malade mental? Parce que vraiment, là, ça fait 6 personnes d'affilée où je m'engueule très, très, très violemment avec eux et la rupture est hardcore, quoi. Il me dit, écoute, non, t'es un peu comme ça, comme ça, comme ça. Il a toujours parlé avec franchise, Félix. Mais non, globalement, non, ça va, y a pas de problème, tu vois. Je suis ok, donc c'est pas moi. C'est juste que j'ai pas trouvé les bonnes personnes avec qui travailler. Mais ça m'a permis d'identifier des red flags et des green flags, en fait, sur les gens avec qui je bosse. Et en fait, en une semaine de relation, je sais déjà si t'es un pignouf ou si t'es quelqu'un qui va être extraordinaire dans mon écosystème, tu vois. Et quand je dis un pignouf, je te parle même pas de compétences métiers, hein, je te parle de savoir travailler avec les gens. Et pas être un pignouf, ça vaut bien sûr pour les indépendants qui viennent aider dans une entreprise, mais ça vaut aussi pour l'entrepreneur qui recrute. Et si t'es bardé de peur et d'insécurité, tu vas faire chier toute ton équipe et être un pignouf. C'est tout. Ouais. Tu as dit un truc super important. C'est. Ah putain, je l'ai oublié, mais je le redirai après. Je l'ai oublié. Effectivement. Moi, Effectivement. je vois un autre aussi sujet, c'est que, en tout cas, enfin, moi je repense parce que du coup, Xerus il m'a fait écouter les messages du coup de la personne qui recrutait quelqu'un chez nous, et j'ai l'impression aussi qu'il, je me suis demandé en fait en écoutant sa demande s'il cherchait un marketeur ou s'il cherchait un assistant en fait, parce que ok, il a envie de scaler, ok, il a des tests à faire, il nous disait par exemple que voilà, il avait en test 3-4 tunnels qu'il voulait tester, mais est-ce qu'un marketeur, il a besoin d'être à temps plein pour lancer 3-4 tunnels de test? Est-ce que la limite, en fait, c'est le temps que ton marketeur passe dans ton business ou est-ce que la limite, c'est le budget que tu es capable de dépenser en ads, le temps nécessaire que tu as besoin au vu de ton budget pour tester du coup ce que tu as mis en place? Et je pense pas que dans son business, la limite, ça soit le temps que le marketeur y passe. Donc, soit il a prévu dans sa tête de donner plein de tâches qui sont pas du marketing à un marketeur, soit c'est parce que lui, il n'est pas capable de le faire, et donc comme pour lui, ça prend beaucoup de temps, il se dit j'ai besoin de quelqu'un qui soit à temps plein, mais finalement, sur les besoins qu'il a sûrement aujourd'hui, il n'a pas besoin de quelqu'un à temps plein, en fait. Donc, quel est l'intérêt de demander quelqu'un? En fait, je comprends sa peur de dire je veux quelqu'un de réactif, je veux quelqu'un d'efficace, parce qu'on veut scaler, on veut avancer, il faut faire plein de tests, mais on peut faire plein de tests sans y Et passer 35 heures, quoi. c'est quoi la fiche de poste? En gros, qu'est-ce qui est censé être fait par ce marketeur? Je vais Tu l'ouvres, te la lire. tu la récupères. Ouais, mais Tu tu vois, peux dire ce que tu veux. on va partir de ça et on va regarder combien de temps ça prend, en fait, hein, factuellement. Ouais. Ok, alors je l'ai. Copywriting et vente, email de vente, script Comment ça, VSL. copywriting et vente? Je te lis, hein. Ah, mais Tu alors déjà, il va redis. falloir se mettre, la personne qui fait le copier, elle fait pas la vente. La vente au téléphone, c'est des sales qui font ça. Mais admettons copywriting, qu'est-ce qu'il y a dans copywriting? Email de vente, séquence automatisée newsletter, script VSL, post Ok. LinkedIn, ads, page de vente, Donc, landing page, ouais, tunnel. c'est un copy qu'il lui faut, c'est pas un marketeur. Ça, c'est juste la partie copywriting et vente, hein. Ouais, mais alors déjà, t'as déjà un copy full time. Ok. Vas-y, vas-y, continue. 2, coordination et gestion de projet.
Piloter les différents assets marketing, email, visuel, vidéo, page de vente. Piloter les campagnes marketing. Assurer le calendrier de lancement. Tester, Donc, ça, valider, itérer. donc là, il y a un média buyer et un marketeur. Suivre les résultats des campagnes. Taux d'ouverture, clic, conversion. Média buyer, ouais. 3. Stratégie et développement. Décliner notre stratégie marketing selon les opportunités. Proposer des idées de contenu, angle d'attaque, tunnel, alternatifs. Ouais, head of content, Identifier les points de friction dans le parcours client et les corriger. marketeur. Travailler en binôme avec le CEO pour scaler l'acquisition et l'image de marque. CEO. Ok, donc il y a 6 postes en un. Il y a une problématique, c'est que soit tu veux un stagiaire et tu lui dis quoi faire, soit tu veux un head-off et il va falloir mettre des gens en dessous de lui parce que il n'a pas les compétences métiers, il a les compétences de pilotage. Et il va falloir réfléchir parce que le marketeur ne fait pas du copywriting 80% du temps. Ou enfin, il peut faire du copywriting de surface, mais il fait pas du copywriting deep, c'est pas son métier. La gestion de projet, sur le principe, il veut le faire, c'est de la gestion de projet marketing. Les angles et l'itération, oui, ça peut. Le content produit, non. C'est un head of content, c'est un head of media, c'est ce que tu veux. En fait, ici, la fiche de poste ne correspond pas à un marketeur. Elle correspond à 5 postes différents parce que le CEO ne veut plus s'occuper de acquisition, nurturing, conversion. Et en plus de ça, il mélange acquisition payante, acquisition organique, médias de nurturing, médias de brand, d'awareness, etc. Conversion, analyse des data, media buying. Quelqu'un qui ferait tout ça dans une boîte, c'est une boîte qui fait entre 500K et 1 million par mois, et il a 5 personnes en dessous de lui minimum. Voilà. Voilà, ouais, ok. C'est ça. C'est pour Donc ça le qu'on problème, fait ce podcast. c'est les attentes. C'est toujours ça, en fait, hein. C'est 100% les attentes à chaque fois. Souviens-toi que Xerius, c'est une révélation qu'on a eue, je crois que c'était en 2023. Mais on a refait la connerie en 2024. À chaque fois qu'on va chercher un prestataire, un mentor, un coach, un programme, en se disant, grâce à lui, il va enfin se passer ça et ça va tout changer, on ne cherche pas à internaliser ou à prendre une compétence, on cherche un sauveur. Et à chaque fois qu'on cherche un sauveur, on est déçu. Parce qu'il y a un sauveur, ça n'existe pas. À chaque fois qu'on se dit, notre contrainte, c'est ce truc-là, qui est le meilleur pour ce truc-là, c'est cette personne, ok, on va la payer pour qu'elle nous aide à résoudre la contrainte. Là, on est content. Ouais. Sauf YouTube Ads où on a payé tout l'internet mondial et il n'y a personne qui a réussi. Et quand tu dis l'internet mondial, c'est l'internet mondial. C'est-à-dire qu'on Ouais, va chercher je rigole pas quoi. On est allé en chercher dans tous les pays. Ouais. Mais effectivement. Mais tu vois, en fait, moi, le modèle que je présente et on forme les marketeurs à ça avec Alexandre, c'est le modèle intrapreneur. C'est justement parce que aujourd'hui, il y a d'un côté soit des agences qui s'en foutent de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu travailles directement avec des freelances qui, eux, si les freelances, genre, si t'es pas content, ils s'en foutent. Que tu partes ou pas de l'agence, ils s'en foutent parce qu'ils sont pas directement impactés. On va leur redonner un autre client. Donc, ça change rien. Il y a que le CEO de l'agence qui est deg, mais les gens avec qui tu bosses, ils sont pas deg. Mm. Ou soit tu as des freelances qui sont pas engagés. Genre des freelances qui mettent 10 ans à répondre. C'est insupportable de bosser avec des freelances comme ça. On a déjà eu plein d'expériences, Jérémy. Et ce qui marche, moi, de ce que je vois, de ce qui a marché pour nous et de ce qui marche avec les autres, c'est justement les marketeurs, au lieu de se positionner comme soit un freelance, soit une agence, genre, bosse avec ton partenaire comme si c'était ton propre business. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec toi, Jérémy. C'est-à-dire que je suis arrivé et on a taffé, c'est comme si on était associés au début. Ouais. J'étais intrapreneur, c'est-à-dire que je cherchais pas à me développer à côté, je cherchais à développer l'entreprise et c'est comme ça que, selon moi, de mon point de vue en tout cas, on crée des relations long terme. Mais il y avait d'une part le terreau, le terreau de l'entreprise. Toi, tu avais la vision, tu avais de la clarté aussi. Et moi, j'ai donné aussi. J'ai mis de mon énergie et je t'ai traité comme ce que je pense que tu devais être traité pour qu'on construise ce qu'on a construit. Mais t'étais aussi engagé que moi dans la boîte.
C'est tout en fait, hein. Mm. Quand il y avait une merde, tu te sentais concerné le samedi, le dimanche, le soir, il fallait prendre un call, tu prenais un call, il fallait rajouter ce truc, faire une heure de plus, une heure de moins, etc. T'étais là dans les bons moments, t'étais là dans les mauvais, tu t'es comporté comme si t'étais un vrai bras droit. Et c'est pour ça que t'en as eu la posture, le reward, etc. En fait, tu t'es jamais comporté comme si tu étais de passage pour une mission. Ouais, bah c'est notre. Tu vois, il y a à la fois, il faut plus de conscience pour les marketeurs qui se comportent comme ça, et il faut plus de conscience pour les business owners qui Le, comprennent le, que. pro- le problème, c'est que en tant qu'indépendant, si tu veux nouer une vraie relation avec un CEO, tu vas devoir travailler extrêmement dur, être sous-payé pendant un temps jusqu'à ce que la courbe s'inverse. Et que si tu le fais avec la mauvaise personne, tu te feras niquer. Donc l'enjeu, et ça, Félix te l'a toujours répété, et moi j'en ai souvent parlé avec lui, l'enjeu de vos métiers de mini-agence qui mise gros sur 4-5 personnes, c'est avec qui je vais. Parce que si je vais avec les bons, avec des modèles déplafonnés, commissionnés à la perf, etc., la première année, je travaille très dur pour rien. La deuxième année, je travaille normalement et j'ai un peu. Et à partir de la troisième, quatrième année de relation, je commence à avoir beaucoup plus pour beaucoup moins de travail. Et si j'ai misé sur les bons chevaux, en 5 ans, j'ai un portefeuille de 3-4 personnes qui me rapportent beaucoup d'argent pour peu d'heures de travail. Même ça, c'est beaucoup de travail, mais c'est peu d'heures factuelles devant l'ordi, tu vois. Parce que les choses sont en place ensuite. Euh, et donc, c'est un modèle qui, quand il est bien exécuté, le reward est stratosphérique par rapport à la qualité de vie et les revenus, mais où l'enjeu de recruter les bonnes personnes est extrêmement difficile. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné pour le faire. Ouais. Et ouais, bah t'as tout résumé, hein. Alexandre, je sais pas si tu veux ajouter un truc sur ça. Moi, j'ai l'impression qu'avec le recul, le souci, c'est pas la demande du mec, tu vois. Le gars, lui, il a juste besoin d'être rassuré, d'avoir quelqu'un qui est engagé. Parce que là, la finalité de la conversation, c'est finalement, on veut quelqu'un qui est engagé, qui se bat pour le business. Il faut juste qu'il ait la bonne personne en échange. Euh, Lui, il a juste envie d'être rassuré sur on va être engagé. Alors, je dis ça parce qu'on ne sait pas encore les propositions financières qu'il est capable de proposer non plus. Donc, c'est sûr que s'il n'a pas les propositions financières qui sont corrélées aux attentes qu'il a, ça ne matchera pas. Mais si de ce côté-là, il est open et que c'est le bon partenaire pour un bras droit, c'est au bras droit finalement de le rassurer et de lui montrer que j'ai peux avoir d'autres clients à côté, mais là, si je travaille avec toi, j'ai bien compris tes enjeux, je suis disponible, on va travailler ensemble et de le rassurer de ce côté-là. Je sais pas si c'est de son côté à lui de vraiment avoir qui aurait dû avoir une demande différente ou si c'est pas à nos élèves de se positionner et de lui montrer tout simplement qu'il a tout à gagner. L'entrepreneur, il fait quel CA? On n'a pas encore l'info. Hmm. Ça, Mais ça va. d'après sa manière de parler, il a l'air de faire plus de 50 000 par mois. Ouais, mais plus 50 000, ça veut dire 51 ou ça veut dire 150, tu vois, c'est pas la même chose. Je pense dans les 50 000. Et les ambitions, on les connaît ou pas? On n'a pas encore les infos, non. Celle-là, c'est vraiment à chaud. Premier jour Ouais, ouais. de contact. 50 000, vallée de la mort, panique absolue, niveau de cortisol qui crève le plafond, je cherche un sauveur. On m'a dit que je pouvais en trouver un. Ouais, Là, bah on tu s'en sais va que. peut-être pas matcher ses attentes. Mais non, mais, personne n'est sauveur de personne. Tu sais on a créé, Jérémy, je suis allé manger avec Félix et on a parlé et tout. Et à la fin du repas, je crois il est 23h30 et on commence à être un peu fatigué. Et je lui pose une dernière question. Je dis, Félix, je peux te poser une dernière question. Je prends mon tel et je t'enregistre. Il me dit, ok, vas-y, j'ai peur. C'est quoi, ça va être quoi ta question là? Et donc je prends mon tel, je le pose sur la table, j'enregistre. Et là, on part. Je lui pose la question. Apprends-moi, dis-moi tout ce que tu as appris sur ces 7-8 dernières années sur les red flags pour choisir un bon partenaire, un bon client. Hmm, hyper intéressant ça. Et du coup, il m'a tout déballé. Et au final, on a fini, genre il était minuit 30, ça a duré 1 heure. Et, euh, et en fait, à partir de cette checklist, enfin de toutes ces expériences, plus moi, ce que j'ai appris ces dernières années aussi en travaillant avec des entrepreneurs,
on a conçu une méga liste de red flags qui permet normalement de travailler avec les bonnes personnes. Mais Pour l'académie, il faudrait qu'on fasse la même chose dans le ouais, mastermind avec la liste de red ouais, flags des prestataires. Parce de ouf. que je pense qu'on en a quelques-uns aussi, hein. Ah, mais de ouf. Mais justement, toi, en tant que CEO, je pense que c'est important d'avoir ton avis, tu vois. C'est quoi que tu regardes? Parce que aujourd'hui, j'ai remarqué que, en fait, quand un business fait moins d'argent, c'est plus facile de se positionner. C'est plus facile de créer la Mm, relation parce que le CEO est plus accessible. Toi, aujourd'hui, tu vas pas nouer les mêmes relations que tu as nouées avec ceux qui étaient là au début. bien sûr. C'est quoi que tu regardais au début? C'est quoi que tu regardes aujourd'hui? Comment ça a Enfin, évolué? je regarde toujours les mêmes choses, sauf que j'ai moins le temps de les regarder aujourd'hui, donc j'ai des gens qui les regardent pour moi. Ne me raconte pas que tu sais faire, ne me raconte pas avec qui tu l'as fait, fais-le. Montre. Montre. Montre-moi ce que tu ferais. Ne viens pas me dire que tout ce que j'ai fait avant c'était de la merde. Mon business est 9 fois plus gros que le tien. Et c'est purement de l'ego, tu m'emmerdes. Si t'étais si fort, tu ferais ce que je fais, tu le fais pas. Point. Donc viens pas me dire que je suis nul. Ouais, Euh, je veux juste appuyer dessus, hein. Justement, ce matin, on a fait une session avec les élèves et on a insisté sur ce point parce que je me souviens d'une personne avec qui on a bossé, Jérémy, qui nous faisait comprendre que avoir plein de calls, c'était facile et que si on avait un enjeu de call dans cette période du business, c'était qu'on était grosse merde et que lui, il ferait mieux, alors qu'il hmm. faisait pas il faisait zéro avec son business, quoi. Ouais, enfin, la dernière fois qu'on a entendu parler de cette personne, il faisait toujours 0 € de chiffre d'affaires et il avait un procès au cul parce qu'il avait une relation malsaine avec une cliente. Mais Ouais, ok. C'est ça. Quelques années plus tard. Ouais. Donc, ne venez pas dire, il y a des formulations. Il y a des et formulations. attention, cette erreur, je l'ai faite. Moi, avant d'avoir Coleman Publishing et d'être dans l'industrie du coaching, j'ai été dans le monde corporate, j'ai eu une agence, etc. Et je me suis retrouvé face à des dirigeants et dans des dirigeants beaucoup plus gros que des boîtes comme les nôtres, hein, du coaching en ligne. Et je leur ai aussi dit que tout ce qu'ils faisaient était nul et ils m'ont aussi traité de con. Et ils avaient raison. Je comprends pourquoi vous faites ce que vous faites. Et c'est normal, vous n'avez que 10% de temps à y consacrer. Moi qui suis 100% du temps sur ce micro-sujet, voici les optimisations que je vous recommanderais. Et tu vois, là, je viens de te dire poliment que ce que tu fais, c'est sous-exploité et que c'est un peu nul. Mais je n'ai pas remis en question toute ton existence. Il y a ça, les prétentions, les attentes. Tu viens chez moi, je te connais pas, t'as aucune existence, je sais pas ce que t'as fait avant, tu m'as rien prouvé, et tu m'expliques que de toute façon, si c'est pas pour gagner 9 millions par an, tu viens pas. Ok, viens pas. Je t'ai pas attendu, en fait, je sais pas que ça à foutre. Ouais, à ce Euh, stade, en fait, lui, il croit que tu sais, enfin, lui, il se croit comme, je sais pas, il se prend pour je sais pas qui, et du coup, ouais, il pense que tu as à perdre quelque chose, alors que toi, t'en as pas conscience. ouais, puis surtout, 9 fois sur 10, t'as rien à perdre. C'est lui. Ouais. Le respect du temps. Hyper important. Tu m'as dit que t'étais là à 15h, t'es là à 15h. Tu m'as dit que ça durait jusqu'à 15h30, à 15h30, on a fini. Ne me fais pas perdre de temps, ne m'envoie pas 17 000 audios, m'envoie pas des mails à rallonge, m'envoie pas 19 messages le dimanche. On n'a pas cette relation-là, t'es là pour me faire gagner du temps, pas pour m'en faire perdre. Quand on aura nourri une relation de confiance dans la durée, ce que je viens de dire n'existe plus. Et ça s'inverse. Xerius, il est en retard à un rendez-vous, on prévient, je m'en fous. Ça dure plus longtemps, moins longtemps, il a une urgence, je m'en fous. Il a un quoi, qu'il a un empêchement, je m'en fous. Il m'envoie 19 notes vocales, lui, il a gagné ce droit. Quand tu arrives chez un CEO, c'est occupé, à tort ou à raison, c'est pas le sujet. C'est occupé, c'est stressé, etc. Facilite-leur la vie. Pourquoi est-ce qu'on bosse avec Baptiste pour le contenu aussi longtemps? Il m'a simplifié la vie à l'extrême. Je suis à peu près sûr que je peux trouver moins cher. Mais est-ce que ma vie serait aussi simple? Peut-être pas. Je prends pas le risque. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que quand tu goûtes du doigt la valeur, tu te rends compte C'est ça. tu te rends compte, en fait. Et tu es prêt, du coup, à aligner aussi ce que tu vas payer pour avoir cette valeur. Et ça veut pas dire que tu vas payer 1 million d'euros. Mais d'abord, tu as goûté au truc. Et après, tu as voulu faire d'autres projets avec. Et du coup, vous vous êtes développé ensemble
en communiquant et en développant d'autres choses. Et ça n'a pas été direct le deal super cher ou. Hein. Time to dopamine. Tu arrives, en une semaine, tu me fais avoir un quick win qui me fait kiffer ou qui me facilite la vie. C'est pas obligé d'être un gros truc, on s'en fout. Et là, je me dis, ah putain, bien, sympa, ça, j'aime bien. Plus. C'est ça, putain. Non, mais c'est- En vrai, je suis content d'avoir ton point de vue de CEO parce que on le disait ce matin, mais genre, c'est à 99% du savoir-être. Les gens Hmm. n'ont pas ça, en fait. Parce que les compétences, c'est facile à apprendre. Mm. Les gens savent pas se comporter. Et pourquoi d'ailleurs est-ce que les meilleures agences et les meilleurs indépendants sont 1 kilomètre devant les deuxièmes? Pour ça. Le niveau moyen est très bas. C'est pas dur d'être dans le top 1%. La plupart des gens sont nuls. Et alors, je parle même pas de compétences. La compétence, faudrait qu'on en parle aussi, parce qu'on a déjà vu des trucs. Moi, j'en vois régulièrement des trucs. Hein. Ouais, bah, Alexandre, toi aussi, le fait tu bosses avec des équipes, tu vois aussi beaucoup de choses de ton côté en termes de compétences, des gens qui sont très très bien payés, et qui sont nuls. Enfin, je te laisse peut-être raconter une anecdote ou un truc que tu as vu et qui peut être drôle. Ouais, peut-être juste avant de partager ça, du coup, sur ce sujet-là, une réflexion, tu sais, que je te partage souvent, Xerus, et je sais pas si tu es toujours d'accord, donc je vais juste m'inclure dans la réflexion, mais tu me diras si tu es toujours d'accord avec ça, mais une des réflexions que j'ai souvent sur les élèves conformes, c'est que Xerus et moi, on a eu un business avant d'aider d'autres business, où on a géré notre business, on a recruté des gens, on a essayé de scaler notre business, on a passé plusieurs jalons. Et j'ai l'impression que ça fait une différence quand on bosse avec des gens parce qu'on réfléchit à comment on peut faire pour pas trop leur faire perdre leur temps, leur proposer un deal irrésistible, le fait qu'ils ne nous connaissent pas et les croyances qu'ils peuvent avoir ou les peurs qu'ils peuvent avoir ou le manque de confiance. Et on essaye d'enseigner ça à nos élèves en leur faisant en sorte qu'ils se mettent à la place d'un chef d'entreprise. Et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est efficace de transmettre ça et à quel point est-ce que tous les freelances, s'ils avaient eu leur propre business, ils verraient la différence. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut développer ça à fond, mais en tout cas, plus on apporte ça aux élèves, plus j'ai l'impression que ça peut faire la différence. Quoi. Déjà, on va leur envoyer le replay. Continuer à transmettre ce qu'on a à transmettre. C'est. Il y a des chemins que tu peux comprendre en regardant la carte, et il y a des chemins que tu comprends que si tu les as marchés. Et la charge mentale d'un CEO, si tu l'as pas été, c'est difficile de la comprendre. Croyance personnelle. Mm. J'ai un peu cette croyance-là aussi, malheureusement. Ouais. En vrai, j'ai aussi cette croyance, mais je pense que tu n'as pas besoin d'avoir été un CEO pour être un bon bras droit marketing. Ah non, Ou clairement marketing. pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout nécessaire. Mais si tu l'as été, tu gagnes 10 points sur le savoir-être parce que tu comprends ce qu'il vit. C'est la seule différence. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que tu es naturellement meilleur en fait. Tu as moins besoin d'apprendre cette compétence de comment Ouais. se comporter avec un CEO, quoi. Ouais, et puis après, bon, ça peut se. Tu vois, ça peut se speedrun cette compréhension. Tu vois. Xerius, t'as pris les rênes de la boîte pendant un mois, t'as vu ce que c'était ma vie, point. Voilà. Ouais. Pas besoin d'avoir un business pendant 17 ans, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois, C'était un bon mois tu vois, le CEO, il part en vacances 2 ou 3 semaines. Le bras droit, il lui file les rênes de la boutique. T'inquiète pas qu'il va expérimenter très très vite ce que ça veut dire. Hein. Alors, beaucoup plus de Voilà, compassion après. Elodie, elle est en plein dedans là. C'est c'est drôle. Non, mais c'est ça, tu vois, faut se rendre compte. Mm. Ouais. D'ailleurs, on a arrêté de le faire, nous, faudrait qu'on le refasse. À un moment, Xerius, je sais pas si tu te souviens, je pense que c'était en 2022. Tous les mois, je disparaissais complètement pendant 1 à 2 semaines. Mais Et en fait, ça, le but, c'est c'était de un concept, voir ce qui. c'est un concept de Dan Sullivan. C'est vrai que ça, c'est un putain de concept pour systématiser et structurer la boîte. Et faire en Mhm. sorte que le CEO puisse partir en vacances
2 semaines, 6 semaines s'il veut, sans que rien ne pète. On peut le remettre en place. En vrai, moi, justement, là, je suis en train de. En plus, dans la transmission, je suis obligé de me structurer à mort dans moi, mon propre rôle de CMO. Et du coup, je me structure comme je me suis jamais structuré. Genre, Oui, t'es là, en train de nous sortir t'es en train de nous sortir des playbooks de tous les côtés. ouais, Le pôle marketing de la boîte a jamais été aussi cadré. ouais, voilà, et le but, c'est que tout ne Mais reste tu pas peux dans le ma tête, transmettre comme ça. Comme je ça, tu peux le transmets, ouais. transmettre. Ouais, donc Ouais. bien sûr. Mais en fait, ça m'aide de fou. Même moi, en fait, ça m'apporte énormément de clarté. Et maintenant, je sais que, enfin, déjà, j'ai 6 mois d'avance dans ma tête. Je sais que il se passe ça, on fait ça. Mais non, il se passe cette autre chose. Je sors le playbook, je suis le playbook, je sais exactement ce qui va se passer. Et c'est un truc de fou. Franchement, ça va être game changer. Donc, tu vas pouvoir partir en vacances 6 mois si tu veux. Bon, ça me va. Mais bon, tu vas te faire chier. Franchement, une semaine, ça suffit. Je vais revenir, j'aurais lancé 9 business. C'est ça. Ça ne m'étonne pas de toi. Ouais. Je pense qu'on a fait le Alexandre, tour du sujet. Ouais, Ouais, j'allais dire, du coup, c'est une preuve de plus que le fait que tu aies un business à côté, c'est utile pour toi, Jérémy, et pour Capé de manière générale, quoi. Ouais. Mais c'est les effets de réseau en fait. Moi, je mise tout ce que je fais sur les effets de réseau. C'est comment je fais pour que, à chaque fois que Xerius est meilleur et Xerius gagne plus d'argent, moi j'y gagne. Et inversement, comment est-ce qu'on fait pour que, à chaque fois que Jérémy gagne plus d'argent et que Capé grandit, ce soit un net positif pour Xerius. Et j'ai cette réflexion avec tous les gens de mon équipe. Et on crée des écosystèmes vertueux comme ça en fait. ouais. C'est c'est ultra smart. Et typiquement, bah, là, l'exemple évident, c'est Willever Capé. Et c'est comment est-ce qu'on va servir, comment est-ce que nous, Willever, on va créer un produit qui va pouvoir contribuer à la croissance de tous les membres du mastermind Coleman Publishing. C'est ça, les gens ils arrivent dans le mastermind chez nous, on les fait scaler, quand ils arrivent à la bonne taille, vous allez les aider à trouver un marketeur. Et nous, on est gagnants parce RH, que du coup, bien on sûr. peut garantir une mise en relation, Oui, bien sûr. ce qui est un super argument pour vendre. Complètement. Toi, Jérémy, avant qu'on clôt le sujet, je sais que tu as Mhm. un avis sur la taille de boîte. Toi, je sais que moi quand je suis arrivé, c'était en quoi? Novembre 2021, et tu faisais entre 20 et 40 000 euros par mois. En termes de taille de boîte, tu avais déjà une équipe. On faisait, on faisait entre 28 et 30. Enfin, on faisait à peu près 30 000 euros lycée. On avait fait un pic à 42, je crois, et on était 3-4 dans la boîte. Ok. Donc 30 000 euros par mois, lycée. Moi, du coup, je suis arrivé à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait 30 000 euros par mois, tu recommandes à ce stade ou tu recommandes après de recruter une personne? Sachant que c'est une personne qui va être à la fois les mains dedans, exactement comme moi j'ai été en 2021. Tu as les mains dedans et tu es dans la stratégie. Nous, c'est le modèle qu'on qu'on fait. 20-30, c'est peut-être un peu tôt. C'est possible, tu vois, ça dépend du deal. C'est peut-être un peu tôt. Moi, j'ai la croyance qu'à 20-30, le CEO il doit être encore très impliqué dans le marketing parce qu'il a encore pas craqué beaucoup de choses. Et en fait, tu prends quelqu'un pour amplifier fois 100 ce que tu as réussi et pas pour trouver ce qui va réussir. Et à 20-30, c'est peut-être un peu fragile encore. Car à partir de 40-50, c'est quand même plus. Il y a une vraie place pour le marketeur, tu vois. Ok. Et à partir de 40, c'est pas trop tard pour justement créer cette relation, être là, être parmi les premiers dans la boîte, dans les tranchées et tout. Dépend de l'ambition de la personne. Si c'est une personne qui ambitionne d'aller à 100 et de se reposer, à 50, t'arrives trop tard. Il faut effectivement arriver à 15. C'est une personne qui ambitionne d'aller à 1 million par mois, arriver à 40-50, c'est pas déconnant. Tu vois. Il pourra prendre une vraie place. Hmm. C'est pas tant quand est-ce que tu arrives, c'est jusqu'où vous allez ensemble. Dans cette vision-là, Jérémy, à 40-50, ils ont qui comme équipe pour les aider, ces entrepreneurs? Ça dépend des types de business. Ça dépend est-ce que le fondateur il est marketing sales ou est-ce que c'est un fondateur produit. Si c'est un fondateur produit, il a déjà en général un copywriter, quelques sales et peut-être quelqu'un qui l'aide un peu sur la tech.
C'est un fondateur marketing sales. Il a commencé à déléguer le coaching et il fait tout le reste. Donc ça dépend, tu vois. J'ai l'impression. Un fondateur produit a plus vite besoin du marketeur. Un fondateur marketing sales en a besoin moins vite. Moi, j'ai l'impression, Xerius, qu'on a beaucoup de demandes plutôt de fondateurs produits et rarement, très peu de demandes de fondateurs marketing qui, eux, recrutent directement des head of sales au bout d'un moment parce qu'ils ont tout structuré eux-mêmes. Il y a un truc important aussi. Est-ce que le client, il est en B2B, B2C et quel est le prix de son offre? Si ton client, il fait 20 000 avec une offre à 900 balles, il a déjà un volume qui laisse de la place à un marketeur de faire des trucs cool. Si la personne, elle fait 15 000 avec une offre à 6K, le marketeur, il n'a rien à faire là. Il n'y a rien à faire en fait. Ouais, Donc c'est clairement. même pas tant une histoire de CA, c'est une histoire de volume. Est-ce qu'il y a un volume de trafic et de nurturing et de conversion assez gros pour laisser la place à un marketeur de vraiment faire son boulot? Ou est-ce que c'est le founder qui fait 3-4 ventes à ticket par mois, est-ce qu'il drive le business, tu vois? Ouais. Et justement, par rapport à ça, il y a un truc qui est super important, c'est que moi, quand je suis arrivé, Jérémy, notre premier deal, j'étais payé. Le deal qu'on avait, c'était 1 000 € par mois. Et ça pouvait. J'ai pas été payé 1 000 €, mais c'était le deal écrit. Et c'était. Moi, j'étais content. J'étais trop content de ce deal. Parce que justement, tu m'avais proposé un truc irrésistible. C'était 1 000 € par mois, mais je fais ce que je veux. J'ai carte blanche pour scaler le business. Et je peux prendre budget illimité. Donc, j'avais un terrain de jeu où je pouvais grandir qui était énorme. Et au final, le premier mois, tu as doublé la mise. Tu m'as dit non, je ne peux pas te payer 1 000 € avec tout ce que tu as fait. Donc, tu m'as fait un virement de 2 000. Ouais, Et je me rappelle. tu m'as dit, OK, j'ai mis un virement automatique. Et là, c'était parti, en fait. Mais en fait, tout ça pour dire, un marketeur qui met les mains dedans et qui a envie de grandir, s'il trouve le bon environnement, en vrai, c'est pas super cher. Une agence, c'est cher. Un freelance qui veut vous prendre et vous facturer et pas grandir avec vous, c'est cher. Mais un intrapreneur qui va démarrer, OK, 1 000 €, c'est pas énorme pour lui. Mais si c'est gagnant-gagnant par rapport à votre stade de business et tout, genre, il peut être OK à commencer à ce genre de prix. En vrai, ça dépend de ce qu'il fait. Ouais. J'entendais parler il y a pas longtemps d'un marketeur qui est un vrai growth partner, tu vois, presque un associé d'un business. C'est-à-dire que c'est lui qui gère 100% du marketing. Vraiment 100%, tu vois. L'autre, vraiment, c'est un homme de paille, quoi, limite. Qui s'occupe un peu du product. Bah ouais, il est payé, on est sur un très gros business, il est payé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Logique. Tu t'occupes que d'une partie, tu seras pas les mêmes tarifs. Mais en fait, si tu mises sur les bonnes entreprises, tu peux vite quand même aller chercher du 3, 4, 5, 6 000. Et ensuite, sur la durée, avec du variable, aller chercher du 8, 10 par client. Tu fais ça sur 3, 4 clients, t'es bien, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Tu as résumé le modèle qu'on défend et qui est pour moi le meilleur modèle pour les deux parties. Ouais, parce À que la regarde, fois t'as 4 clients à 10K par mois, alors tu les auras pas en 3 semaines. Hein. Il faudra 2 ans pour faire un portefeuille comme ça, tu vois. 4 clients à 10K par mois, 40K, même si t'es en France, t'as pas de charge quasiment, tu te verses entre 10 et 15 000 balles de salaire. Hein. Ouais. Et chaque entrepreneur est super content parce que tu bosses main dans la main avec eux et que tu n'as pas scale comme un malade, perdu en qualité et voilà. Mm. Alors attention, je parle de 10K, vous pointez pas chez les gens en disant coucou, je veux 10K. Hein. Quand je dis qu'il faut 2 ans pour constituer le portefeuille, c'est parce que vous allez rentrer à 1000 ou à 2000 et en fait, et vous allez progressivement faire vos preuves et être payé plus. Ouais, si vous choisissez les bons business et que vous savez maintenir la relation, avoir le savoir-être et que l'entrepreneur a aussi cette vision, est capable de vous créer le terrain. Donc vous allez le créer ensemble, mais de vous offrir Ouais, le bien sûr. terrain de jeu, quoi. Encore une fois, c'est est-ce que votre vision fit dans la vision de l'entrepreneur? C'est imaginons que votre vision, c'est vous voulez 20K par mois. Est-ce que l'entrepreneur a prévu de monter une boîte assez grosse pour que ça ait du sens de vous filer 20K à un moment? Si c'est non, vous n'êtes pas au bon endroit. Et il n'a pas de raison, l'entrepreneur, de vous filer 20K pour un truc qui ne les vaut pas, tu vois. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi.
On va N'hésitez pas à nous conclure. dire, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse, ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur le sujet. Je serais curieux de voir si je suis un irréductible gaulois ou s'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Ah, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui pensent comme toi. Et putain, ça fait Ça plus de business m'arrange. pour vous. Ça nous arrangerait. Non, mais en vrai, je pense que tous les trois, on a une vraie mission et on veut amener l'écosystème vers le haut. Et c'est pour Mhm. ça qu'on est ensemble, tu vois. Et je pense que l'écosystème qu'on est en train de construire, avec la vision qu'on porte, on amène l'écosystème vers le haut. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, évidemment que plus de gens qui pensent comme ça, quoi. Mhm. All good. Merci à tous et à très vite. Mais merci.